Là, nous sommes avec François, derrière la Sorbonne, entre Voilà, la Sorbonne et les c'est forces de l'ordre. emblématique. Mai 68, c'était la Sorbonne. Hein. On peut tout dire et son contraire sur mai 68. Hein. Je ne suis pas dupe non plus, il y avait de l'ambivalence, il y avait de la trahison. D'ailleurs, les vrais révolutionnaires, il y a eu énormément de gens qui l'ont très mal pris, la chute de mai 68. C'est-à-dire, c'était un fiasco, hein, Attends, oh là là, quelque part. Parle. Alors, ça a été un fiasco, c'était pas un mouvement révolutionnaire, quelque part. Il était avorté dans l'œuf, on va dire. Pendant un mois, les gens ont été hyper conscientisés, et ensuite, ça s'est effondré. Voilà. Alors pourquoi? Voilà. Peut-être la disharmonie dans les rangs, la trahison, les trahisons multiples, ce qu'on vit actuellement. Voilà, donc des partis politiques qui jouent pas le jeu, etc. Quoi. Des partis politiques X ou Y, quelle que soit la tendance. Quelle que soit l'orientation idéologique d'ailleurs. On parle de force prolétarienne, hein. Attention. Donc en 68, c'était de la force prolétarienne et estudiantine qui était en action. Mais le problème, c'est que la multiplicité des objectifs a introduit un flou idéologique, et à la fin, ça s'est effondré évidemment. Et on en est là maintenant. Vas-y, on avance. J'ai ma batterie qui a sauté. Ah bon? J'attends qu'il reprenne C'est le froid? Non. Non, c'est que j'ai pas fait gaffe. Ah ouais, d'accord. On a trop parlé là avec... Voilà, donc... Alors qu'est-ce que tu penses de tout ça, l'agriculture? Oui, alors il y a pas mal de dossiers qu'on pourrait traiter rapidement. Ouais. Bon, le dossier de l'agriculture. Bon là, le Mercosur est passé. Voilà, donc Emmanuel Macron... Attends, je regarde combien j'ai de batterie. Attends, je regarde combien de batterie là. Visiblement... Ah, ça va, j'ai 30%. Voilà, il a tenu compte de ce qui était du mouvement, visiblement, apparemment. Donc il a dit non, niette, mais par contre c'est passé à cause du soutien le soutien de l'Italie finalement. Ça. Le soutien de l'Italie qui était au départ, c'était ambivalent comme démarche. Mélanie, c'est ça. Ouais. Et ensuite, elle a trahi quelque part la classe prolétarienne et son agriculture quelque part. Tu arrives à tenir le banc, en même temps tu filmes De la route. quoi? Bah, tu parles, continue à parler. Parce que Oui. je dois essayer de rebrancher mon téléphone. Si tu veux, oui. Voilà, tu fais. Voilà. Ça va, une voix là? Non, Oui. non, mais on sait que c'est toi, c'est ta vidéo. Bon voilà, donc en fait, donc il y a la trahison de l'Italie quelque part qui a validé le Mercosur, ce qui a permis à Emmanuel Macron d'invalider quelque part, en tenant compte de la force populaire, la force prolétarienne agricole, de la culture. Donc finalement, c'est passé parce que donc c'est la démonstration quelque part que c'est l'Europe qui commande. Quels que soient les désidératas. C'est Van der Leyen, c'est Van der Voilà, Leyen. donc en fait, là, c'est la preuve par A plus B, sur l'exemple, que c'est l'Europe qui commande contre les peuples, quelque part, puisque les Français, l'agriculture française s'est soulevée, s'est levée contre le Mercosur, et là, visiblement, il a été validé tout de même. Donc finalement, c'est la preuve. C'est la preuve que, ce que je comprends pas, toutes les décisions seront prises, quel que soit le contexte pré-révolutionnaire, on va dire. Mais le problème, c'est que c'est une minorité pré-révolutionnaire en France. Donc voilà, c'est pas une majorité. La grande majorité, elle est dans l'expectative. Et là, qu'est-ce que la révolution déjà? Je vous signale quand même que géométriquement, la révolution, c'est faire le tour, un tour complet, et on revient au point de départ. Donc ça... L'aspect révolutionnaire, il peut être avorté très rapidement aussi. On revient au point de départ, on tourne en rond. C'est souvent les manifs, c'est ça. Hein. On tourne en rond et après on revient au point de départ. Quoi. Au point de départ de la revendication, et rien n'a évolué. Ben, c'est lié à la trahison souvent des élites ou des pseudo-élites. Et en général, la trahison des syndicats aussi. Hein. Attends, j'ai quelque chose à te dire. C'est ça le problème. C'est ça le problème. La base de la base doit reprendre le contrôle du syndicat ou des syndicats. François, ce que je comprends pas, c'est qu'ils nous disent qu'ils étaient pour l'Europe. Mais maintenant, eux, ce qu'ils veulent, c'est mondial. Tu comprends ce que je veux dire? Ils nous ont raconté que de la flûte. Manière, nous, leurs idées, c'est mondial, c'est plus. Il faut savoir le que Brésil, ce qu'on c'est vit pas l'Europe. actuellement, c'est une révolution mondiale. C'est ça. C'est une révolution. Alors, il faut savoir que les principes de la révolution, c'est relatif à une ascendance, c'est-à-dire, en termes géométriques, c'est-à-dire ça monte toujours en puissance, une révolution. Une révolution, elle n'est jamais horizontale. Quand elle est horizontale, elle est en stand-by et ensuite elle s'effondre. C'est les capitalistes. Non mais ça monte toujours en puissance. Donc nous, on est en phase révolutionnaire. On appelle ça la mondialisation, mais c'est une révolution, la mondialisation. Vas-y, parle, je regarde mon téléphone. La mondialisation, c'est une forme de révolution et voilà, donc on est toujours en phase révolutionnaire. Mais c'est la mondialisation. Alors c'est un jeu sémantique, hein, cette affaire-là. C'est juste un jeu sémantique. Certains parlent de mondialisation, d'ultra-finance, d'hégémonie des capitalistes ultra-libéraux, etc. Mais ça c'est la terminologie, mais en fait, on est en phase révolutionnaire à l'échelle mondiale. Voilà, à l'échelle mondiale, tout simplement. Et dans la complexité, évidemment. Donc ça génère des confrontations d'ordre stratégique, évidemment. Parce qu'une phase révolutionnaire,
Bah là, c'est une phase qui peut être le précurseur d'une guerre mondiale, quelque part. On est en phase révolutionnaire. Et elle continue, ça peut être précurseur d'une guerre mondiale, quelque part. Une guerre mondiale qui sera éventuellement, qui serait hypothétiquement nucléaire. Voilà. Hein, la Russie a donné encore un avertissement à l'OTAN, visiblement, en lançant des Orychnik, apparemment. Bon, c'est pas de l'IA, hein, ce sont des vraies images, et c'est des têtes multiples. C'est l'équivalent, en quelque sorte, conventionnellement parlant, d'une sorte de mini-météorite. Voilà, encore des avertissements qui précèdent éventuellement ce qui pourrait changer de nature, c'est-à-dire une guerre de type non conventionnel. Donc là, c'est des avertissements qui sont donnés de part et d'autre. Attention, les États-Unis aussi avertissent, tout le monde avertit, en espérant qu'on ne franchira pas le Rubicon. Mais sinon, voilà quoi, on est en danger quelque part. Quand je dis on, c'est-à-dire l'humanité. L'humanité globale, c'est-à-dire aussi l'animalité, c'est-à-dire la planète, quoi. L'ensemble du continuum historique qui a formé cette planète depuis des dizaines, je dirais des millions d'années, quoi. Voilà, nous sommes quelque part les dépositaires de cette historicité humaine qui se déploie, et animale, si attention, nous sommes de l'ordre de l'animalité aussi. Et voilà, nous sommes les dépositaires et nous sommes les témoins, souvent effarés, d'une forme d'effondrement. Un effondrement non pas systémique, mais un effondrement d'une espèce d'ordre mondialisé, d'ordre universel du vivant, en fait. Parce que à cet ordre universel du vivant voudrait se substituer un ordre mondialisé, qui est une abstraction, mais concrètement, on en voit les conséquences tous les jours. C'est-à-dire dérégulation, effondrement des industries, pauvreté, effondrement, souvent génocide, guerre civile, etc. Tout ceci n'est qu'une conséquence d'une dérégulation globale. Alors est-ce dans l'ADN de l'humanité? Oui, c'est vrai, certainement. Alors il faut pas, c'est ça le problème, c'est que ça sert à rien de juger, parce que juger les uns et les autres, ça sert strictement à rien. Parce que j'ai tendance à dire que c'est dans l'ADN de l'humanité, cette dérive. Cette dérive est programmée, programmatique. Toutes ces dérives. Voilà, donc voilà, la solution, déjà il faut essayer de bien poser les problèmes pour trouver des solutions efficientes. Mais en tout cas, on sait où on va, visiblement. Si ça continue comme ça, bon, écoutez, l'échéance, on la connaît. Tu reprends ton... Oui. Et alors, voilà, donc... Voilà, donc, alors, pour en revenir aux manipulations... Donc, en fait, quand les paysans se sont manifestés sur Paris, voilà, ils espéraient qu'il y ait des actes de solidarisation, mais à grande échelle, en fait. C'est-à-dire pas 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, mais 300 000. Ça n'a pas été le cas, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu tenir le siège, on va dire, le siège entre guillemets, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire qu'ils ont dû revenir en arrière parce qu'en fait, ils n'ont pas suscité disons, les gens sont solidaires, mais en parole. Mais en acte, il n'y a pas eu de solidarisation en acte. Hein, il n'y avait pas 100 000 personnes, voilà, pour les soutenir. Voilà, c'est pour ça que là, ils sont revenus en province et ils reviennent sur leur fief pour faire des blocages, visiblement, de type, on va dire, stratégique sur des fondamentaux de l'économie, quoi, voilà. Mais sinon, ça va peut-être se radicaliser, mais pour qu'il y ait une radicalisation, il faut qu'il y ait un soutien populaire. C'est-à-dire que l'ensemble des âmes et des citoyens, quelque part, des âmes citoyennes, on va dire, se coagulent. Et là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas, le peuple, il est pas là. C'est pas le cas, le peuple. Alors, en France, c'est les peuples. Dans la diversité idéologique, culturelle, religieuse, ethnique, enfin tout, il y a une grande diversité, c'est très bien. Pourquoi pas, mais le problème, c'est qu'à un moment donné... il faudrait substituer à cette diversité des concepts unificateurs. Et là, c'est pas le cas. Alors le marxisme avait substitué à cette diversité le concept de force prolétarienne, d'accord ? Et là, il faudrait trouver quelque chose, pas forcément d'autre, mais quelque chose qui corresponde à l'ère du temps. C'est-à-dire quelque chose qui est fédérateur, suffisamment intelligent, avec du recul, et qui corresponde à l'ère du temps, mais en même temps qui n'aille pas dans la voie qu'on nous engage, en fait. Parce qu'en fait, la mondialisation, c'est aussi un concept d'unification, d'essence totalitaire. Et la question que je pose, est-ce que le totalitarisme est dans l'ADN de l'être humain? C'est la grande question, il faut déjà répondre à cette question-là. Voilà, est-ce que c'est inscrit dans nos gènes? Le fait d'avoir des chefs ou un chef qui monopolise le pouvoir, et ensuite qui construit une structure hiérarchique autour de lui,
et qui façonne un pouvoir absolu. Alors est-ce que c'est dans le génome de l'humanité, cette volonté, cette attirance vers la centralité de pouvoir? On parle de pyramide, mais c'est plus profond que ça en fait. Hein. C'est beaucoup plus profond que ça, il faut s'analyser, il faut aussi de l'introspection cette affaire-là. Il faut être capable de se refaçonner quelque part, et de savoir ce qu'on est exactement, ce qu'on est, c'est-à-dire en tant qu'être humain. Voilà. Quelles sont nos dérives? Nous sommes en dérive actuellement. Alors le problème c'est que, bon, est-ce qu'on va passer toutes ces générations? Est-ce que ces générations vont pouvoir échapper à cette guerre mondiale qui se... Ben voilà, donc on voit bien que Trump en ce moment, bon, il a pris des décisions qui visent à sauver le dollar, hein, quelque part. Qui vise à maintenir l'hégémonie du dollar, hein, c'est logique, hein, c'est tout à fait logique. Il a bien compris quelque part quelle est la situation des États-Unis relativement à leur volonté de monopole de la monnaie, quelque part, parce qu'ils perdaient le monopole de la monnaie en ce moment. Parce que des pays producteurs de pétrole achètent en yuan ou vendent en yuan, ils vendent en roupies par exemple, ils vendent dans les monnaies locales. Donc du coup ça remet en cause un ordre systémique lié au dollar. Attends. Alors là. Laisse passer là, on va se rapprocher de la. Oui. À l'intérieur. Alors le dollar, tu disais? Oui, alors lui en ce moment, visiblement, il a compris, Trump, il a compris. Enfin, l'état profond qui est derrière lui, visiblement, enfin lui ou l'état profond, ça se confond. Hein. Parce qu'en fait, ils ont les mêmes intérêts, ils ont le dénominateur commun entre Trump actuellement, donc qui apparemment voulait s'inscrire contre l'état profond. Mais c'est simplement une divergence d'ordre culturel en fait. C'est ça. Il a une divergence d'ordre culturel et peut-être métaphysique par rapport à l'état profond. Mais par contre, en termes d'économie, il y a une convergence absolue. Et aux États-Unis, ce qui préfigure au premier plan, c'est quand même la pérennisation de la puissance du dollar. Alors donc lui, il a pris des décisions qui visent à s'accaparer visiblement, à interdire des transactions qui ne seraient pas en dollars. Voilà, c'est tout. Les transactions pétrolières ou gazières, qui sur les marchés, qui ne seraient pas effectuées en dollars, il va essayer de les interdire visiblement, pour maintenir la puissance du dollar. Parce que qui dit puissance du dollar dit complexe militaro-industriel. Hein. Savoir que les États-Unis investissent 700 milliards de dollars par an dans leur complexe militaro-industriel. Donc du coup, c'est lié, c'est étroitement lié. Leur puissance militaire est étroitement liée à la puissance du dollar et au statut du dollar en termes d'hégémon. C'est-à-dire hégémoniquement, et sur le plan hégémonique, ils essaient de maintenir leur hégémonie en s'emparant des ressources pétrolières visiblement, puisque la course à la technologie et la course à la science, je ne dis pas qu'ils la perdent actuellement, hein, mais ils sont largement concurrencés par la Chine et par l'Inde aussi. L'Inde et la Chine produisent énormément d'ingénieurs de très haut niveau. Et donc du coup ça concurrence directement les ingénieurs qui sortent des universités américaines. Donc en fait c'est une concurrence d'ordre... c'est la matière grise en fait. Hein. Donc ça c'est pas la guerre mais c'est une forme de guerre aussi. Hein. Quand on forme plus d'ingénieurs, obligatoirement on aura plus de potentiel sur le long terme. Donc du coup c'est ça qui est en jeu. Donc les États-Unis visiblement ils forment moins d'ingénieurs, l'Occident en général, hein. Par rapport à la Chine. Et donc ce qui est en jeu c'est qu'en fait ils essaient de rétablir l'équilibre en prenant le contrôle, en essayant de prendre le contrôle des matières premières. Le problème c'est que prendre le contrôle du Venezuela, ça veut dire éventuellement se lancer dans une nouvelle invasion quelque part. Parce qu'ils ne pourront pas contrôler si toute la population. Parce que le Venezuela, Chavez, il avait mis en place des espèces de milices populaires qui interdisent une prise de contrôle directe, sans subir d'énormes pertes. C'est très décloisonné, c'est très décentralisé. Donc, du coup, des chefs locaux peuvent prendre des initiatives. Ça rend une occupation très très difficile, parce que ça a brisé toutes les hiérarchies, en mode résistance populaire universalisatrice, on va dire. Donc du coup, s'ils interviennent véritablement, il leur faudrait engager peut-être 400 000 hommes. Et ça, est-ce que les États-Unis sont en capacité d'engager 400 000, 500 000, 1 million d'hommes sur tout le continent? Voilà. Ceci fait abstraction de toutes les trahisons, attention. Il y a aussi des trahisons, donc ils jouent sur les trahisons évidemment. Et ça c'est normal, toute puissance hégémonique d'hégémon relatif joue sur les trahisons, c'est normal. Infiltration, trahison, retournement, ça c'est classique. Hein. Mais au-delà de ça, quand les populations refusent de se soumettre, et là ils sont obligés quelque part d'envahir physiquement le pays. Et là, est-ce qu'ils en sont capables? Ça j'en sais rien, je pose la question. Hein. Trump, visiblement, il n'hésiterait pas. Hein. Apparemment, il n'hésiterait pas, en pensant que ça allait consolider son pouvoir personnel.
Mais en cas de faillite et en cas d'effondrement et en cas de nouvelle guerre de Vietnam, ça pourra remettre en cause son pouvoir personnel. Il ne faut pas oublier qu'il a quand même 79 ans. Et il est assez fort pour un homme de 79 ans, il a une maîtrise encore. Donc c'est assez étonnant, quoi. Voilà. Ouais. Donc par rapport à Biden, on n'a pas la même physiologie, hein. Il y a des inégalités physiques évidemment. Voilà, donc du coup, voilà. Donc là on a parlé des États-Unis, du dollar. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? La situation française, on en a parlé. Là à gauche, ouais. Et voilà, donc du coup, la situation des gilets jaunes. Voilà, donc du coup ça. Ouais. Donc, du coup, la situation des gilets jaunes, voilà, elle est là, on la voit. Très peu de manifestants, mais ça, on garde une flamme. Hein. Ça garde une flamme. Une flamme prolétarienne jaune, on va dire. Prolétarienne jaune. Ouais, je te laisse parce que j'ai coupé ça. Voilà, donc bravo à ce que tu fais. Ok, bah merci. Continue comme ça, voilà. Oh, bah. Donc c'est bien de suivre un peu ce qui se passe sur Paris. Faut du repos aussi, faut du repos. Tu étais sur un blocage sur les VTT, c'est ça? Non, Non, c'était j'ai fait les taxis. VTC, j'ai fait Les VTC, oui, les VTC. les paysans, j'ai fait tout. Ouais, c'est bien. Mais continue comme ça, voilà. Oh, bah. Allez, salut et bonne année à Tant toi. qu'on a la pêche. Merci, bonne année à toi aussi.